Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Franco Raptor. C'est déjà l'épisode 3 de la saison 2 sur les ondes de Choc FM 105.1. C'est toujours Mike Laviole et Patrick Bizindavi pour votre émission Franchement Raptors 100% en français. Salut à toi Patrick. Salut Mike, salut à tout le monde. Troisième émission. Là, on a hâte de terminer au plus vite parce qu'on va à la Scotiabank Arena. Premier match à domicile des Raptors contre les Celtics de Boston. Vous nous écoutez le samedi, donc le match est déjà passé. Mais nous, après juste l'enregistrement de l'émission, on s'en va à la Scotiabank Arena. Voilà, vous savez tout. Si on ne vous parlera pas de Boston aujourd'hui, c'est parce que à l'heure de cet enregistrement, on ne l'a pas encore vu. Mais on va avoir deux matchs sur lesquels discuter. On va passer au sommaire du jour. On va revenir sur les deux premiers matchs de pré-saison. On va retrouver notre format habituel avec le joueur de la semaine. On aura ensuite la question du jour. Après, on prendra une petite pause. Et ensuite, on reviendra sur la fin de la pré-saison avec nos pronostics. Et on terminera avec le jeu traditionnel d'avant-saison qu'on a fait ces deux dernières années, mais non, c'est la deuxième année seulement de Franco Raptors, mais on le faisait dans Dino Talk aussi. On va faire le plus ou moins. On aura des chiffres sur la saison collective et la saison individuelle des Raptors. Et Patrick vous donnera ses analyses et ce qu'il pense que les Raptors feront plus ou moins que le chiffre donné. Et on commence tout de suite avec l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est parti! Revenons, Patrick, sur les deux premiers matchs de pré-saison parce qu'il y a déjà pas mal d'enseignements à en tirer. Les Raptors qui ont joué contre les Nuggets de Denver. Une défaite. Une victoire des Nuggets 112-108 et une victoire contre les Kings 130-122. Scottie Barnes a joué le premier, n'a pas joué le deuxième. On va parler de ces deux matchs-là, justement. Patrick, qu'est-ce que tu retiens du premier match contre Denver? Oui, le premier match à domicile, mais à l'extérieur en même temps, parce qu'ils étaient au Canada, mais pas à Toronto, ils étaient à Vancouver. 7e match de pré-saison dans cette ville et ils avaient gagné les 6 premiers. Donc, première défaite à Vancouver pour les Raptors. Et bien sûr, l'adversaire, c'était un adversaire de taille. C'est Jokic avec Denver. Bonne prestation des Raptors, la deuxième unité. Et puis, Brandon Ingram, on a vu ce qu'il pouvait faire. Mais par contre, un point de Scottie Barnes. Ce n'est pas son habitude, donc c'est ce que je retiens. Et puis, bien sûr, deuxième unité CMB qui défend très bien, qui trouve sa place. Je ne sais pas ce que tu as retenu de ce match-là. J'ai retenu Brandon Ingram qui fait de très bons débuts avec les Raptors. Je pense que c'est ce que tout le monde a souligné. C'est ce qui a été extrêmement positif. On retient que les Raptors n'ont pas perdu beaucoup de ballons. Et ça, c'est une très bonne chose pour ce début de saison. On voit qu'il y a de la continuité dans l'attaque et que les Raptors ne repartent pas de zéro. On a vraiment une équipe qui partage la balle et qui, de l'autre côté, essaye d'en faire perdre un maximum à l'équipe adverse. C'est vraiment ce qui ressort. Les Nuggets qui ont perdu 31 ballons, 31 balles perdues. C'est ce qui a gardé les Raptors dans la rencontre parce que les Raptors, il faut dire, ont été très très maladroits sur ce match. Ils ont shooté à 23,8% à 3 points et à 41,2% de manière générale. Là où les Nuggets ont perdu beaucoup de ballons, ont donné beaucoup de ballons en contre-attaque aux Raptors, mais quand ils ont réussi à l'avoir, ce ballon en main, ils ont été très adroits. 56,7% dans le champ, 37,9% à 3 points. Et encore, là, c'est avec les stats de la fin de match et du bout du banc des Nuggets qui a fait baisser ce pourcentage-là. On se rappelle qu'à la mi-temps ou même à la fin du premier quart-temps, c'était énorme pour les Nuggets. Donc ça, c'était des points qu'on avait envie de voir pour le match suivant. Progresser dans la défense des Raptors. Je voulais quand même te lancer sur... et aussi un très bon match de RJ Barrett à souligner. 19 points. Mais je voulais te lancer sur ce match de Scottie Barnes qui
qu'à l'heure de cet enregistrement est le seul match qu'on a vu de lui puisqu'il n'a pas joué le suivant. On va en revenir dans la question du jour, mais est-ce que tu es inquiet de ce match à 1 point de Scottie Barnes? Non, je ne suis pas inquiet du tout parce que c'est rare que Scottie Barnes ait deux mauvais matchs de suite. Et puis, on sait qu'avec l'arrivée de Brandon Ingram, l'attaque, ce ne sera pas le point focal pour Scottie Barnes. En défense, il n'était pas mal. Ouais. Il a bien défendu, il a bien joué, il a essayé d'attaquer, mais l'adresse en attaque, c'était ça le problème. Je pense que c'est la première fois qu'il fait 1 point après tout un match, mais je ne m'inquiétais pas du tout. On l'a pas vu, c'est vrai, on ne l'a pas vu au deuxième match, mais je ne pense pas que ça soit une habitude pour lui d'être aussi mauvais en attaque. Oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, ça reste de la pré-saison. On a vu d'autres joueurs qui n'ont pas marqué beaucoup de points en pré-saison. On a des joueurs qui ne jouent même pas en pré-saison. Donc, je pense qu'il n'y a pas, pour l'instant, d'inquiétude en attendant de voir les matchs suivants, si quand même ça se reproduit. Mais on va en parler juste après. C'est la question du jour. Pour vous spoiler un petit peu, Scottie Barnes en fait partie. On va passer au match des Kings, si tu le veux bien. Ouais. Le match des Kings sans Scottie Barnes. On n'a pas rappelé aussi, pas de Jakob Poeltl sur les 2 matchs. Sur cette pré-saison pour l'instant. Douleur au dos. On espère que ça va aller. Et pas d'Ulrich Chomché, bien sûr, qui toujours a cette blessure ou cette maladie non dévoilée de la part des Raptors. Ça, on va suivre. Il y a des informations qui sortent à droite à gauche. On a, par exemple, William Lou qui a parlé d'une blessure à la main. Mais est-ce que si c'était vraiment ça le problème, est-ce qu'il ne le dirait pas ? On est pour l'instant toujours dans le flou. Peut-être qu'on aura plus d'informations ce vendredi lorsqu'on aura la PR des Raptors avec nous. Parlons de ce match des Kings qui était bien meilleur en attaque pour les Raptors. Il faut dire que cette défense des Kings n'a pas été des plus rassurantes. Les Raptors qui se sont imposés sur le score de 130 à 122, qui ont fait une belle prestation quand ce n'était pas les joueurs de banc, parce que l'écart était bien plus grand. Les Raptors ont vraiment dominé quand c'était les 5 de départ et leur banc, le banc qui risque de jouer. Nouvelle bonne performance de Brandon Ingram, 21 points, 6 rebonds, 3 passes, pas de perte de balle pour lui. Les Raptors qui ont beaucoup mieux shooté. Ouais. Beaucoup mieux shooté. 48% en général et surtout un beau 54% à 3 points. Passes décisives, toujours très bien, 32 passes décisives et 17 pertes de balles, mais on était seulement à 11 en début de quatrième et beaucoup de pertes de balles de la part de Elijah Martin et de la 4e unité. Donc ça, je pense que c'est pas forcément quelque chose d'inquiétant. Moi, je trouve que c'est très encourageant sur ces 2 premiers matchs d'avoir très peu de pertes de balles. C'est vraiment un plus par rapport à la saison dernière et quelque chose dont tu avais parlé, qui est carrément en rapport avec la défense des Raptors. C'est ça, et puis je pense qu'avec les 2 matchs, là, on a une idée sur l'identité défensive des Raptors. Donc la première unité, ça va jouer, mais la deuxième unité, c'est là où ils vont mettre vraiment la pression avec Jamal Shead, avec Jacoby Walter et les autres. Et bien sûr, deuxième match contre les Sacramento Kings, 21 points de Ingram en seulement 23 minutes. Il est vraiment à l'aise en attaque et l'attaque tourne autour de lui. Donc avec un match de saison où il va jouer pendant 30 minutes et plus, là on a une idée de ce que ça peut donner. Et bien sûr, le score de 130 à 122 n'indique pas vraiment le match parce que le 4e quart-temps, c'est les remplaçants de la 4e unité qui ont joué. Et avec, comme tu l'as dit, le nombre élevé de pertes de balles, là ça a permis les Kings de revenir au score. Mais la dernière minute, ils ont quand même tenu et la victoire. C'était très bien de voir Ingram à l'aise offensivement, même si Yak n'était pas là, même si Barnes n'a pas joué. Là, on voit la dynamique donc offensive de la première unité. Et puis, on a parlé de R.J. Barrett qui se retrouve dans cette attaque des Raptors. Il n'a pas besoin d'un play nécessairement pour lui, mais quand même, il continue à attaquer. Donc, bonne victoire contre les Kings. Donc, 2-1. Une victoire, une défaite dans les 2 premiers matchs. Comme indiqué, on ne sait pas ce qui s'est passé contre Boston, mais quand même, c'était bon de voir Ingram à l'aise, c'était bon de voir la deuxième unité à l'aise aussi, CMB qui était exceptionnel en défense, comme en attaque aussi, donc presque un triple-double pour lui. CMB qui s'est révélé sur ce match-là, j'ai trouvé, parce que
honnêtement, offensivement, il a montré ce qu'il allait être capable d'apporter. Il a osé driver sur Sabonis. Et puis quand il voit qu'il n'est pas capable d'aller au cercle, il va faire les bonnes passes. On voit, il y a déjà une connexion avec Mamou Kelashvili. On n'a pas parlé de Mamou d'ailleurs sur le premier match qui a été excellent. C'était l'un des joueurs du match. Et on voit qu'il y a déjà une connexion entre lui et CMB. Et c'est de bon augure parce que on peut s'imaginer que ce sera le duo en sortie de banc qui va remplacer Yak et Scottie Barnes. Donc c'était vraiment très intéressant de voir ce jeu offensif de CMB qui trouve déjà sa place. Et puis défensivement, il n'y a même pas de question à se poser. Ses coéquipiers l'ont dit, il est prêt pour la NBA et ça s'est vérifié. Il est prêt physiquement, il défend en 2 matchs. Ses 2 premiers matchs en NBA de pré-saison, c'est Jokic et Domantas Sabonis qui est réputé comme étant l'un des joueurs les plus durs de la ligue. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'on avait interrogé le français des Hornets, Tidjane Salin. Il nous avait dit le joueur le plus dur contre qui il a joué, c'était Domantas Sabonis. Mais vraiment dur dans le sens la dureté. Et on a vu que CMB, bien sûr, des fois, il a été pris parce qu'il a de la technique, il est physique, mais il a vraiment bien défendu sur lui. Il a provoqué des pertes de balles. Et puis, l'avantage, c'est qu'il défend sur tous les postes quasiment. Il y a cette action de fin de carton sur DeMar DeRozan. Il ne cède pas aux feintes, il ne se laisse pas faire et il le contre à la fin. Ou il le contre ou il défend bien, je ne sais plus. Il défend bien, mais il y a eu un contre. Et puis il est parti en transition. Il a eu la contre-attaque. Il a marqué donc avec une faute. Non, c'était vraiment une. Et puis pour revenir à Sabonis, le danger de Sabonis, c'est dans la raquette sous l'anneau. Mais chaque fois qu'il défendait contre Sabonis prenait la balle loin. Ouais, il le repoussait. Il repoussait loin de la raquette. Donc ce qui était beaucoup plus difficile pour lui de faire ses manœuvres en attaque. Donc CMB vraiment c'est. Et comme annoncé, il est carrément le meilleur défenseur des Raptors de la deuxième unité, même de tout le monde, parce que c'est vraiment la défense, c'est impressionnant ce qu'il peut faire sur le terrain. Ouais, avec Scottie Barnes en première, en titulaire, ça va être très intéressant et de voir s'il y a même des duos entre les deux. Bien sûr, ça va manquer de tirs de loin, mais on a vu qu'il ose prendre les tirs, il en a déjà mis. Pour quelqu'un de qui on se moquait au Combine parce qu'il avait fait un pourcentage très horrible à 3 points. On voit que le staff des Raptors a déjà commencé à travailler sur son tir de loin et le plus important, c'est qu'il en prenne parce que c'est que comme ça que ça va venir et pour l'instant, il a de la confiance dans son tir. Il prend les bons tirs, il prend que les tirs ouverts, il va pas les forcer, donc c'est vraiment très intéressant. Et en parlant de tir, la transition est toute faite. Un bien meilleur match de Grady Dick. Ah oui, deuxième match. Le premier match, c'était pas évident. Il a perdu énormément de ballons. Il a raté ses paniers, qui étaient normalement des paniers qu'il mettait sans problème. Mais deuxième partie, là, on a vu des tirs réussis, on a vu des cuts, on a vu des dunks avec alley-oop. Donc, c'était vraiment très bien de revoir Grady Dick qui avait vraiment peiné en attaque et en défense lors du premier match contre Denver. Mais contre Kings, il était là et puis on voit la dynamique, c'est lui qui a remplacé Brandon Ingram quand il est sorti et là il a été gardé beaucoup plus sur le terrain, donc il a eu la chance de tenter des choses, de tenter des tirs, des cuts et puis non, c'était bien de revoir Grady Dick offensivement. Défensivement, c'est toujours un problème parce que on a vu encore une fois les Kings que chaque fois qu'il le visait en pick and roll, et ça va être toute la saison. Ça va être toute la saison, mais c'était bien de revoir Grady Dick en forme, et puis il a montré ce qu'il peut faire. C'est ça, mais par contre, ce qui a été souligné chez des confrères, et que j'avais pas forcément vu lors de ce match-là, c'est que Grady a été plutôt bon loin du ballon par contre. C'est toujours compliqué, bien sûr, les 1 contre 1, mais si les Raptors arrivent à faire en sorte que Grady ne soit pas pris dans ses switches ou dans les tentatives des équipes adverses pour l'isoler, off-ball, on voit qu'il a des grands bras, il a une bonne lecture du jeu. Ça a toujours été sa force. On voit que son QI est vraiment élevé des 2 côtés du terrain. Il sait où se placer, il sait lire les passes. Donc, ça va être l'une des clés de la saison, c'est de réussir à garder Grady loin des 1 contre 1. Ouais, c'est ça. Ça va être vraiment très important de faire en sorte que Grady soit très loin des 1 contre 1. Un peu de mieux aussi pour Quickley qui avait connu un premier match difficile, mais on en attend quand même
toujours plus, j'imagine, de Quickley. Oui, c'est ça, parce que le mot d'ordre de cette saison, pour Quickley, c'est de tirer beaucoup plus, faire beaucoup plus de tentatives. Mais on voit les deux premiers matchs, ça n'a pas été le cas, donc il n'a pas eu un gros volume de tirs. Mais tu vois qu'il part vite avec le ballon, il essaie de défendre, il essaie de voir ses coéquipiers, de les mettre dans une bonne position offensive où ils peuvent avoir des tirs ouverts. Donc on va voir avec l'évolution des matchs de la pré-saison et de début de saison. On va en parler justement dans la dernière partie de cette émission avec notre façon de voir comment il va évoluer avec l'attaque des Raptors. Mais quand même, deuxième match, c'était mieux par rapport au match contre Denver. Donc, on va voir ce qui se passe avec le reste des matchs de la pré-saison. Ouais, et pour conclure un petit peu, toujours quand même très intéressant de voir ce style de jeu de la second unit quand les joueurs comme Jamal Shead, Jacoby Walter, CMB entrent, on a tout de suite beaucoup plus de pression sur le ballon. Ochai Agbaji aussi. Ouais. Ça, on s'y attendait et ça se confirme. C'est l'une des choses qui se confirme avec la pré-saison. On aura quand même une défense plus agressive lorsque ce sera des joueurs de banc associés à des titulaires. Oui, c'est ça. Mais ce qui était un peu difficile, c'était il y a eu quand même pas mal de fautes. Parce ça reste un problème parce qu'il met tellement de pression que des fois, il commet des fautes. Même si MB, en ce moment, il commettait des fautes avec ses bras. Et chaque fois, on voyait coach Darko qui était en train de lui parler, de faire attention, de ne pas commettre beaucoup de fautes. Mais là, je pense que ça va venir avec la saison. Mais c'est ça, la conséquence justement d'une grande pression défensive. Il y a des fautes qui vont être commises, mais on a quand même un banc assez profond que s'il y a quelqu'un qui commet une faute ou deux, il n'y aura pas de problème à le remplacer. Ouais, c'est ça. Après, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'on fasse beaucoup de fautes. On va voir au fil de la saison si c'est préjudiciable. Il ne faut pas que ce soit des fautes bêtes, mais quand c'est des fautes pour tenter d'attraper la balle ou quoi que ce soit, il faut voir que ça va faire partie du style de jeu. Tu peux être une équipe qui fait beaucoup de fautes, je pense, sans être une mauvaise défense. Va falloir trouver quand même le bon équilibre. Mais faut dire que quand même les fautes aussi c'est quelque chose qui casse le rythme d'une attaque. Ça c'est vrai. Donc on va voir quel effet ça a. Je dis pas que les Raptors doivent faire faute à chaque fois, bien sûr. L'essentiel c'est de quand même faire diminuer les pourcentages. Et on l'a vu d'un match à l'autre, c'était déjà beaucoup mieux. C'était pas le même adversaire aussi. Il faut souligner que les Denver Nuggets, je pense, ont un effectif cette année pour être parmi les candidats au titre. Alors qu'on sait que Sacramento, c'est plus une équipe qui est dans le range peut-être des Raptors ou un petit peu en dessous par rapport à la conférence Ouest. Mais on pourrait dire que le match contre les Kings, c'était plus des adversaires directs, des équipes qui se situent à peu près au même endroit que Toronto. Tandis que Denver, ça reste une équipe bien au-dessus. Et les Raptors leur ont tenu la dragée haute grâce à leur banc et grâce aux fautes provoquées. Alors bien sûr, ça ne dit pas que les Raptors auraient gagné ce match parce que bien sûr, le quatrième quart-temps, il y aurait retour des 5 de départ, Jokic, etc. Ouais. Mais moi, je trouve que si on doit faire un bilan de ces deux premiers matchs, il est quand même positif parce que quand on voit les équipes qui sont censées être sur le terrain pour la fin de match, on voit que le 5 de départ des Raptors, malgré tout, tient la dragée haute aux Nuggets, même si les Nuggets ont été en contrôle pendant tout le match, et domine les Kings. Donc pour l'instant, c'est très positif par rapport à tout ça. On va enchaîner, Patrick, avec le joueur de la semaine. Et je pense qu'il était évident pour nous que le joueur de la semaine, c'était Brandon Ingram. Brandon Ingram qui s'impose comme l'option numéro 1 en attaque. Qu'est-ce que tu as pensé de ses prestations jusque-là? Et est-ce que c'est durable sur la saison? Est-ce que c'est vraiment, lui, l'option numéro 1 des Raptors sur lequel il va falloir compter toute la saison? Oui, Brandon Ingram, c'est le joueur de la semaine. Ça va être le joueur de la saison. Oui, pour répondre à ta question directement, oui, c'est l'option numéro 1 de cette attaque des Raptors. Et ce que j'ai vu les deux premiers matchs, c'est qu'il ne force pas l'attaque. Il va prendre un tir lorsqu'il est ouvert. Et puis, lorsqu'il voit son coéquipier ouvert, il va donner une passe. Et donc, ça entre vraiment dans le flow de l'attaque de Darko, des Raptors. Mais pour la création, là, il n'y a pas mieux. Il y a un bon dribble. On voit même en transition, il prend un rebond, il court, il prend 3 points en transition et puis il le marque. C'est de loin la première option offensive des Raptors. Et puis,
21 points en 23 minutes. Ça nous donne une idée de ce que va être la saison parce qu'il va jouer beaucoup plus que 23 minutes, c'est sûr. Et puis, il se défend bien. En défense, il n'est pas mal du tout. Donc, il peut prendre des rebonds. Et puis, quand il prend le rebond, il part en transition. Donc, je pense que c'est sûr et certain que ce sera la première option offensive des Raptors. Contre Denver, ils ont fait 2-3 possessions sans lui donner la balle en attaque. Il était loin dans le coin. Mais quand ils ont repris... à lui donner la balle, là, ils ont commencé à reprendre des tirs marqués, puis l'attaque vers l'anneau. Donc, c'est sûr et certain qu'il sera l'option numéro 1 en attaque. C'est ça. En troisième quart-temps, les Raptors étaient vraiment en difficulté. Et en fait, tout s'est remis dans l'ordre à partir du moment où ils ont donné la balle à Brandon Ingram, qui a créé ou marqué des points sur 5 possessions consécutives. Et ça me fait rire parce que je me suis dit la même chose et j'écoutais l'après-match de William Lou sur Hello and Welcome et il disait c'est quand la dernière fois qu'on a eu un joueur capable avec régularité de créer quelque chose sur 5 possessions de suite. Peut-être ça s'est fait avec Pascal Siakam, mais honnêtement, je pense que ça remonte peut-être à Kawhi Leonard. Ben oui. Et puis Pascal Siakam et Brandon Ingram, ils n'ont pas les mêmes skills. En attaque, je pense que Brandon Ingram est de loin mieux que Pascal Siakam. Il peut créer. Et puis, il est quand même grand, 6 pieds 8. Pour un joueur qui peut dribbler, qui peut prendre des tirs en isolation, c'est quand même un avantage pour les Raptors de lui donner la balle et de lui laisse donc carrément créer pour lui, pour les autres. Je pense que c'est un avantage offensivement. Je pense que c'est un avantage. Siakam est un joueur plus complet par rapport parce que lui il défend quand même très bien. Oui. Mais en attaque, tu donnes la balle à Ingram, il va créer 3 points, 2 points en isolation, attaque à l'anneau, il peut tout faire. C'est un scoreur à 3 niveaux, comme on dit. Là où Siakam, on va dire à 2 niveaux et demi parce qu'il n'a pas forcément le tir à 3 points. Ouais. Il n'a pas forcément le pull-up à 3 points. Il s'y est mis pendant un temps, mais on voyait que ce n'était pas régulier. Et puis, Brandon Ingram, on ne l'a pas encore vu parce qu'il ne joue pas en 4e quart-temps. Mais ce qu'on attend de lui, et ça va être l'une des questions suivantes, c'est est-ce que ça peut être le closer pour les Raptors? Est-ce que ça peut être celui qui va terminer le match? Avant de passer à cette question que je vais te poser, ce que je voulais souligner, et ce qui est encore plus important pour moi, je trouve, c'est pas forcément le nombre de points qu'il a mis, c'est pas forcément la réussite au tir qu'il a eu jusque-là, c'est la manière qu'il a eu de marquer les points. En fait, on l'a vu, il peut marquer en ISO, il va attirer les défenseurs, mais on l'a vu également capable de s'intégrer dans l'attaque de Darko Rajakovic. Et ça, c'était l'une des grandes questions qu'on avait avant même la pré-saison, et on s'était dit on va regarder la pré-saison pour ça. Est-ce qu'il va être capable de faire des cuts, de jouer loin du ballon? Est-ce qu'il va être capable de shooter en mouvement, de faire du catch and shoot? Eh bien, on a vu tout ça. On a vu tout ça. Sur les 2 premiers matchs, on a vu tout ça. Il a marqué 2 fois sur cut dans le premier match, 2 fois sur cut dans le deuxième match. On l'a vu à la fin des actions shooter à 3 points sur du catch and shoot. Mais ça, c'est quelque chose en fait qu'il a déjà fait à la Nouvelle-Orléans parce que c'est S. Beraini de Raptors République qui le soulignait. La majorité, je crois, c'est 70% des tirs à 3 points qu'il a mis avec les Pelicans, c'est sur catch and shoot. Il est un peu moins précis dans les pull-ups, mais il est excellent en catch and shoot. Il le faisait déjà, il le faisait déjà plus. Donc en fait, les gens, je pense, ont un peu mal interprété le joueur que les Raptors ont récupéré. Et ça, c'est une très bonne chose. Et je pense que les Raptors le savaient. Parce que le grand public, les observateurs, peut-être en France, qui sont moins assidus, n'avaient pas vu ça. Ils disaient « Oh, je comprends pas. On récupère un joueur qui shoot qu'à mi-distance. Il va se marcher dessus avec Scottie Barnes. Il fait que de l'isolation. Ça va arrêter l'attaque des Raptors. » Pour l'instant, ça montre, ces 2 premiers matchs de pré-saison montrent l'inverse. Maintenant, ma question, j'y reviens parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de le voir. Est-ce que ce sera le closer des Raptors? Est-ce que c'est à lui qu'on va donner la balle en fin de match? Ah, c'est sûr et certain. Parce qu'avant, c'était Scottie Barnes. Mais Scottie Barnes, offensivement, il est limité par rapport à Brandon Ingram. Et un autre élément qu'il faut souligner, c'est que les 2 matchs qu'il a joués, les 2 matchs de pré-saison, il n'y avait pas Yak. Donc, avec la présence de Yak en attaque, il y aura beaucoup plus d'occasions de cut, d'ouverture. Donc, je pense en fin de match, tu as besoin de quelqu'un qui peut créer. Donc, ça peut
être lui le closer, mais ce n'est pas nécessairement lui qui va marquer. Parce qu'il peut attirer la défense vers lui. Et là, il y aura RJ, il y aura Quickly, il y aura Barnes qui sera ouvert. Mais si tu as besoin d'un panier rapide, et surtout après un temps mort, c'est donner la balle à Ingram, donc le laisser vraiment opérer. Mais je pense que c'est lui, ça va être lui le closer de cette équipe. Moi, je suis d'accord parce qu'on le sait très bien qu'en NBA, quand tu arrives dans le 4e quart-temps, il y a plus de système qui compte. Ouais. Même les coachs qui prônent un jeu de passe et tout ça, on sait que quand tu arrives dans le 4e quart-temps, fin de match, les 5 dernières minutes, tu donnes la balle à ton meilleur joueur. Il y a un peu de mouvement, bien sûr. Il y a un écran de Yak, par exemple, un pick and roll. Mais il y a beaucoup moins de jeux en mouvement. Il y a beaucoup moins de système. C'est souvent le meilleur joueur qui va faire la différence. Et il faut dire, Scottie Barnes, ces dernières années, n'a pas été en mesure d'être ce joueur-là. D'ailleurs, la saison dernière, les tirs au buzzer réussis, c'était Jacoby Walter et Jamal Shead juste après le buzzer. Mais les Raptors avaient un grand manque à ce niveau-là. Et ça apparaît clairement que vraiment, si Brandon Ingram reste en bonne santé, il va être ce joueur qui va faire tirer vers le haut toute cette attaque des Raptors. Et ça ne veut pas dire qu'il va tirer la couverture aux autres, comme tu l'as très bien dit. C'est peut-être pas forcément lui qui va prendre le tir. Ouais. On l'a vu dans le match contre les Kings. Il a une bonne lecture du jeu. À un moment, il va à mi-distance. Là, il voit qu'il y a l'aide qui arrive. Quickly, il est tout seul là, dans le coin. La passe, elle est bonne. Quickly, là, il a pu marquer. Donc, je pense que ça va être vraiment très, très intéressant de le voir. Maintenant, il faut vraiment toucher du bois pour qu'il ne se blesse pas. Mais je suis plutôt optimiste à ce niveau-là parce qu'on connaît le staff technique des Raptors et le staff médical. Ouais, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs dans la NBA. Et puis, le fait que le Raptors ait un bon banc, des joueurs du banc qui peuvent jouer longtemps. Donc, il n'est pas obligé de jouer 38 minutes. Donc, il peut se reposer et puis être frais en 4e quart-temps. Donc, il y aura beaucoup de combinaisons à faire en attaque et en défense qui vont faire que peut-être il va jouer moins par rapport à ce qu'on attend de lui. Donc, on croise vraiment les doigts qu'il n'y a pas de blessure parce que les 3 dernières saisons des Raptors, il y avait tellement de blessures que cette année, on espère vraiment que le dieu du basket puisse protéger ses joueurs des Raptors. Et puis, je me demande si on va voir... comme avec Kawhi, peut-être, même si Darko pour l'instant a dit non, mais au fil de la saison, si la second unit, on voit qu'elle fait des différences, reposer Ingram sur des back-to-back, sur certains matchs. Et c'est exactement ce qui s'était fait avec Kawhi. On avait vu que les Raptors avaient développé une alchimie sans lui qui faisait que les matchs sans Kawhi n'étaient pas un problème. Ils ont gagné beaucoup de matchs sans lui, donc ça pourrait être le cas cette année. Je me demande s'il serait capable de faire la même chose avec Ingram et ce qui permettrait de donner plus de responsabilités à certains joueurs. Par exemple, RJ Barrett, lorsque Ingram n'est pas là, il pourrait repasser en 3. On pourrait voir Agbaji ou Walter titularisés et du coup donner plus de responsabilités à Grady Dick également. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra surveiller. Maintenant, on va passer à la question du jour, à la question épineuse du jour, puisque Scottie Barnes n'a marqué qu'un seul point. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde commence à le dire, ce n'est pas le franchise player, Scottie Barnes, bouh, il va falloir le transférer très rapidement, il n'a pas sa place dans cette équipe. Non, plus sérieusement, est-ce que Scottie Barnes sera le joueur qui aura le plus de mal à trouver sa place dans l'attaque des Raptors? Est-ce que ça va nécessiter, selon toi, un certain temps avant que Scottie trouve sa place dans cette attaque, ou c'est juste un premier match et il va déjà la trouver très rapidement? C'est sûr qu'il y aura des ajustements de la part de Scottie Barnes parce que, comme tu le disais, c'était lui le finisseur en 4e quart-temps. Ça ne va pas être le cas maintenant. Donc, il aura peut-être moins de schémas construits autour de Scottie Barnes, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas qu'il y aura un problème pour lui de trouver sa place parce que 1, il est très bon défenseur. 2, il peut monter le ballon. 3, il n'est pas obligé de jouer tout le temps avec Brandon Ingram. Il peut jouer dans les 5 de départ et puis il peut jouer la deuxième unité, donc il sera l'option numéro 1. Donc je ne pense pas qu'il y aura un problème. Et puis le fait qu'il soit un bon défenseur, sur les rebonds, il peut prendre un rebond et
et courir en transition sans qu'il y ait vraiment une attaque construite contre une défense de 5. Donc le jeu des Raptors, c'est un jeu rapide qui fait que chaque fois qu'il y aura des rebonds, les joueurs vont courir et marquer en moins de 8 secondes. Donc ça, il n'y a pas de problème pour Scottie Barnes. Il peut s'adapter, il peut prendre un rebond, il peut même, s'il ne prend pas le rebond, il peut courir et ne pas attendre que la défense adverse soit là. Donc je pense qu'il y aura une transition, c'est sûr. Il y aura une façon pour lui de s'adapter, mais il n'y aura vraiment pas de problème à ce qu'il se retrouve dans cette attaque des Raptors, qui est une attaque de mouvement de ballon, mouvement de joueurs. Je ne pense pas qu'il y aura un problème pour Scottie Barnes. Mais ma question, c'est est-ce que du coup, on doit s'attendre à ce que Scottie marque moins cette année? Et est-ce que ce serait grave si Scottie marquait moins cette année? Je ne pense pas que ça soit grave, pourvu qu'il gagne les matchs. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de gagner les matchs. Mais moi, je m'attends à ce qu'il marque moins, mais qu'il ait beaucoup plus de matchs en triple-double, par exemple. Parce qu'il sera bon défenseur, il va prendre des rebonds, il va donner des passes. Peut-être sa moyenne de points par match va diminuer, mais ce sera un joueur plus complet. Parce qu'il va dépenser plus d'énergie en défense et moins d'énergie en attaque. Ce qui va faire de lui un joueur vraiment complet, même si sa moyenne de points peut diminuer, mais son impact sera beaucoup plus visible dans d'autres aspects du match, ce qui n'est pas un problème pour Scottie Barnes. Ouais, et pour revenir aux inquiétudes, je voulais souligner une chose, c'est que Scottie Barnes n'a joué que la première mi-temps et un bout du troisième quart. Ouais, c'est ça. Et ce que Scottie nous a quand même fait très très souvent, c'est totalement rater le premier quart-temps, le deuxième, et bien revenir en troisième et ensuite bien finir le match. Et là, la plupart du temps, il fait ses stats. Ouais. Donc là, vu que c'est une pré-saison et qu'il a complètement foiré le début, il ne s'est pas forcément bien rattrapé en troisième quart non plus, c'est sûr. Mais malgré tout, il n'a pas eu tout un match complet là où on sait qu'il peut monter en puissance sur le match. Donc c'est quand même un peu dur de le juger sur... il a joué, je crois, 18 minutes, quelque chose comme ça. Je ne sais même pas s'il a joué les 20 minutes contre Denver. Et en plus, il a pris un coup au visage. Il a pris un coup à la main aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il ne rejoue pas sur le deuxième match. On va voir s'il aura joué ce vendredi. Mais je trouve que c'est sévère contre lui de déjà le pointer du doigt après un match de pré-saison qui ne s'est pas passé. Bien sûr, c'est quand même une inquiétude qu'il va falloir surveiller sur les matchs à venir. Mais laissons-lui toute la pré-saison avant de porter un jugement sur oh, ça y est, Scottie Barnes ne vaut rien en attaque. Maintenant, le numéro 1, c'est Brandon Ingram. C'est le joueur sur lequel il faut construire. Scottie Barnes, c'est un role player ou des choses comme ça. Je trouve qu'on vend un peu de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Là, on met la charrue avant les bœufs. Il faut aller doucement. On va attendre de voir comment ça va se passer sur toute la pré-saison. Même parfois, il y a des joueurs qui font une très mauvaise pré-saison et qui font une très bonne saison. Oui. Je crois que Agbaji avait été très mauvais sur la Summer League et sur la pré-saison. Et ensuite, petit à petit, il est monté en puissance. Il y a des réglages à faire. Mais bien sûr, il faut garder ça dans un coin de la tête. Je ne dis pas qu'on dit que tout va être rose pour Scottie Barnes cette année. Bien sûr, ce premier match, ça donne des inquiétudes. Mais n'allons pas trop loin non plus dans les inquiétudes. Et comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, en fait, n'allons pas trop loin non plus dans le positif comme dans le négatif. Brandon Ingram, pour l'instant, c'est très bien. Voyons voir sur toute la saison. Il y aura des matchs où il sera moins bien sûr. Mais l'avantage de ces Raptors et de ce 5, pour conclure, moi, ce que j'aime bien, c'est que les 5 joueurs n'ont pas besoin d'être dans un grand jour. C'est ça. Si tu en as 2 ou 3 sur les 5, c'est suffisant. Parce qu'un Barrett dans un grand jour, il est à plus de 20 points. Ouais. Un Scottie dans un grand jour, il est à plus de 20 points aussi. Emmanuel Quickley, la même chose. Un Quickley dans un grand jour est à plus de 20 points. Donc, si tu as 2 ou 3 joueurs qui sont dans un grand jour, tu as ton scoring qui est assuré. Avec tes joueurs du banc, il faut espérer que Grady, Jacoby, Ochai puissent apporter leur quota de points. On va avoir le tir à 3 points de Mamou, qui lui aussi va apporter son quota de points. Donc, je pense que l'avantage de ce 5 de départ, et puis Yak, normalement, il devrait être proche de tourner en double-double, plus de 10 points par match, juste par ses déplacements, recevoir des ballons, des rebonds offensifs. Donc, l'avantage pour moi de ce 5 de départ, c'est que, en fait, si tu en as 2 ou 3 sur les 5 qui fait un bon match, les 2 autres, même si c'est un peu moins bien, ça devrait être suffisant. Et puis, ils tournent, s'ils font leur défense, donc ça sera amplement suffisant pour gagner un match.
au moins contre les trois quarts des équipes de cette ligue qui sont du niveau des Raptors ou qui sont inférieures. Après, contre les grosses équipes, il faudra sortir des gros matchs, mais ça c'est logique, c'est la NBA. Mais aussi, il ne faudra pas prendre les petites équipes à la légère. Ce que les Raptors ont plutôt bien fait l'année dernière, mais bon, c'était dans un autre contexte. Donc ça sera également à surveiller. On va prendre une pause et on va se retrouver après pour parler du reste de la pré-saison et notre petit jeu plus ou moins oui ou non sur des petites affirmations. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Bizindavi et Mike Laviole. Toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Nous sommes de retour, Patrick, pour cette deuxième partie de l'émission. C'est toujours Franco Raptors. Vous êtes toujours avec moi, Mike Laviole, et toujours avec Patrick Bizindavi sur les ondes de Choc FM 105.1. L'émission, on vous le rappelle, à retrouver également en rediffusion sur YouTube, en vidéo et également sur toutes vos plateformes de podcast ainsi que sur chocfm.ca. Le programme, Patrick, pour le reste de la pré-saison, c'était Boston hier. Ce sera Boston de nouveau. Entre-temps, il y aura Washington et on terminera avec Brooklyn. Comment tu vois cette fin de pré-saison? Quelles sont les choses que tu vas continuer à regarder? Bon, quand je regarde le programme, c'est 2 fois contre Boston et puis Washington et Brooklyn. Pour Washington et Brooklyn, là, vraiment, c'est des équipes qui... Il n'y a pas vraiment beaucoup à espérer cette saison. Tu cherches tes mots pour rester gentil. Oui, c'est ça. C'est le Canadien en moi qui... Exactement. Je veux rester poli. Donc, moi, je vais beaucoup observer les matchs contre Boston. Parce que quand même, Boston, il y a des absents, il y a eu des changements, il y a des nouveaux joueurs. Mais ça reste quand même Boston. Exact. Ça reste une bonne équipe qui peut prétendre pas... peut-être au titre, mais les playoffs, ça c'est sûr et certain. Donc, ce sera vraiment les 2 matchs à observer contre Boston. Contre Washington et Brooklyn, je pense que ce sera vraiment les derniers réglages de fin de pré-saison pour voir ce qui s'approche au premier match contre Atlanta. Mais j'espère qu'on aura le temps de voir les 5 de départ au complet. Donc, Yad qui revient, Scottie Barnes qui revient, pour voir comment est-ce que ça va tourner, ce 5 de départ qu'on n'a jamais vu. On l'a pas vu. On n'a pas vu. Donc, surtout contre une bonne équipe de Boston, c'est ça que je vais observer. Mais aussi, j'aimerais revoir Chris Boucher, qui sera de retour à la Scotiabank Arena, qui a été de retour hier parce que vous nous écoutez samedi. Non seulement de le revoir et puis d'être dans une équipe compétitive qui lui donne du temps de jeu. C'est ça mes observations. Sinon, contre Washington et Brooklyn, c'est juste un match de préparation. Peut-être Darko va tenter des choses. Je vais surtout voir contre Boston ce que ça donne. Ouais, très intéressant de voir Chris Boucher dans cette équipe des Celtics. Est-ce que cette nouvelle version des Celtics va continuer à tirer énormément à 3 points? Est-ce qu'on va voir Chris Boucher tirer énormément à 3 points aussi? Ça va être intéressant. Ça va être un bon test pour la défense des Raptors, qui n'a pas été très bonne sur la défense à 3 points contre Denver. Donc ça sera à surveiller. Moi, ce que je vais continuer à surveiller, c'est toujours cette capacité à bien protéger la balle, à pas perdre de ballon. Si ça continue, je trouve que c'est très positif parce que c'est vraiment ce qui contraste avec le début de la saison dernière. On en parlait, les Raptors qui prenaient énormément de points sur contre-attaque parce qu'ils perdaient énormément de ballons. Donc ça, je trouve que c'est un point ultra positif. Même si ta défense sur jeu placé avec Quickley Barrett quand c'est ton 5 de départ, elle n'est pas optimale, au moins ton 5 de départ ne perd pas beaucoup de balles, donc ça compense, ça donne pas beaucoup de paniers faciles à l'adversaire. Donc ça, je vais voir si ça se poursuit. On va voir bien sûr si les Raptors continuent à provoquer énormément de fautes. Ça aussi, ça va être quelque chose d'intéressant. Non, pas à provoquer. À provoquer énormément de pertes de balles ouais. Et à éviter de faire des fautes. Si le nombre de fautes va diminuer. C'est intéressant aussi, je le disais, d'aller voir les fautes provoquées.
Est-ce que les Raptors, je trouve, ils shootent pas mal de lancers sur cette pré-saison. Ils ont des joueurs qui sont capables d'aller en chercher. On a vu Brandon Ingram, on l'a pas noté ça, mais il est capable d'aller chercher des lancers. RJ Barrett, qui les a mis sur le dernier match, 4 sur 6, c'est plutôt pas mal. Quickly qui est agressif dans ses flotteurs. Et puis, ce qu'on veut voir, c'est Scottie Barnes agressif. C'est ça que je veux voir sur le reste de la pré-saison. C'est un Scottie Barnes plus proche du panier, plus à la finition. J'espère, comme tu l'as dit, le retour de Jakob Poeltl pour qu'il y ait un peu des services entre les deux. On sait que ça marche plutôt pas mal. Être servi par Poeltl sous le cercle. On veut voir Scottie Barnes plus près du cercle. C'est ça que j'ai envie de voir sur cette fin de pré-saison. Et puis, continuer à avoir le banc. Le banc efficace en défense. Continuer à avoir Jacoby Walter. Continuer à avoir Grady Dick dans ses efforts défensifs, dans sa réussite de loin. Voilà, quel Grady Dick on va avoir? Est-ce qu'on va avoir celui de Denver? Est-ce qu'on va avoir celui des Kings? Est-ce qu'on va avoir un entre-deux qui serait déjà pas mal? Continuer à avoir Jamal Shead qui se montre toujours efficace sur son flotteur. Ouais. Donc ça, c'est intéressant aussi. Capable d'attaquer le cercle. Et puis, l'adresse à 3 points sera à surveiller. Elle n'a pas été bonne du tout contre Denver. Elle a été excellente contre les Kings. Pareil, trouver un juste milieu. Sur 6 matchs, on pourra faire un bilan. La semaine prochaine, dans le prochain Franco Raptors, on pourra faire un bilan plus précis pour voir où est-ce qu'on en est après 4-5 matchs dans tous ces paramètres-là. Oui, c'est ça. Et puis, moi, je pense que pour le banc, ça se fixe. Jamal Shead, CMB, Sandro. C'est vraiment, jusqu'à présent, c'est excellent le prestation. On va voir ce que ça va donner les prochains matchs. Mais comme tu le dis, il y a beaucoup de choses à observer. Donc, on sera au match, on va être là. Et puis, à la prochaine émission, on va faire une petite analyse. Exactement. Je te propose qu'on passe à notre petit jeu pour conclure. Plus ou moins over-under en anglais, des over-under collectifs, des over-under individuels. J'en ai 6 collectifs, j'en ai 6 individuels. On va commencer avec le bilan de fin de saison. Moi, je suis un peu plus optimiste que les bookmakers qui sont autour de 37-38. Moi, je te propose plus ou moins de 40,5 victoires. Donc, est-ce que les Raptors font une saison dans le positif ou pas ? Oui, quand j'ai vu les chiffres, 40 plus victoires, même ESPN prévoit à ce que les Raptors aient la même, donc à peu près 40 victoires. Ça veut dire qu'ils ont revu à la hausse. C'est ça, ils ont revu à la hausse. Moi, je pense que oui, parce que l'année passée, c'était une saison de développement, mais là, cette année, ils ont envie de gagner. Et l'année passée, je pense qu'ils ont gagné 34 matchs, je pense. Ouais. 34 matchs. Donc, 6 matchs de plus que l'année passée, on devrait vraiment aller vers 40, 41 victoires, 42 pourquoi pas, si bien sûr il y a la santé. Ça c'est vraiment un incontournable. Mais oui, ce sera plus ou moins 40 victoires, 40 et plus. Moi aussi, je tape sur une saison en positif ou à 41. 41, ce serait déjà pas mal, mais j'espère mieux. Et par rapport à la saison dernière, le bilan, il aurait pu être bien meilleur en fait. Ils ont décidé de mettre les joueurs sur le banc, de faire jouer des joueurs de bout de banc. D'ailleurs, RJ Barrett, je pense qu'il a été frustré par cette saison-là parce qu'il savait que les Raptors avaient la possibilité d'aller chercher le play-in la saison dernière. Et finalement, peut-être qu'ils auraient dû le faire puisqu'on a vu que c'est une équipe qui allait en play-in, qui a eu le premier choix au repêchage. Donc, je pense que les 41 victoires sont atteignables. Mais moi, je dis que c'est un plancher. J'espère qu'ils vont aller plus haut que ça et vraiment surprendre tout le monde en étant même, je me lance, plus proche de 50 que de 41. Je suis d'accord avec toi. Au niveau de l'attaque, on sait que les Raptors, l'année dernière, avaient la 23e attaque de la Ligue. Est-ce qu'on va avoir une bien meilleure attaque, une bonne progression? Est-ce que les Raptors peuvent être dans la première moitié des attaques NBA plus ou moins que la 15e attaque? Je pense qu'ils vont avoir une attaque mieux que l'année passée, pour 2 raisons. La première, c'est Brandon Ingram. Il n'avait pas de personne, d'un joueur à qui tu peux donner la passe pour créer et avoir des paniers plus faciles. Ça, c'est la première chose. 2, ça va dépendre aussi de leur défense. Parce que s'ils parviennent à mieux défendre et à marquer en transition et en contre-attaque, là, il y aura un grand pourcentage de paniers marqués à cause de leur défense. La deuxième partie de la saison, l'année passée, ils étaient parmi les meilleures défenses de la NBA en deuxième partie. Et ce n'était que des remplaçants. Donc, si cette année, ils continuent sur la même lancée,
défensive, je pense qu'en attaque, on va être mieux parce que ce serait beaucoup plus de paniers en transition et en contre-attaque. Et quand la défense adverse est au complet, là, on a Brandon Ingram qui peut créer. Je suis d'accord. Je ne sais pas si l'attaque va être dans les meilleurs de la ligue. Je ne pense pas non plus. Parce qu'il y a quand même des histoires de spacing encore quand même avec Yak, Scotty et tout, des questions de complémentarité qui va peut-être pas encore se trouver tout de suite. Ça va pas Puis l'adresse à 3 points des Raptors, ça reste encore une question. Mais je pense qu'ils peuvent se placer dans le top 15. Ouais. Je dirais au-dessus de la 15e attaque. La défense, c'est une très très grande question parce que le chiffre de la défense de l'année dernière, il n'est pas représentatif parce qu'ils ont été la pire défense sur la première moitié de saison et ils ont fini dans le top 3 sur la deuxième partie. Est-ce que les Raptors peuvent être dans le top 10 des défenses de la ligue? J'ai mis plus ou moins que 11e défense. Top 10, je pense que c'est possible parce que s'ils continuent sur la même lancée de fin de saison et de la Summer League, donc de la deuxième unité, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment une bonne saison. Ce que j'ai vu de CMB, ce que je pense voir de Scottie Barnes, et puis bien sûr Yak qui va continuer à prendre ses rebonds. Moi, je pense qu'il y a moyen d'être dans le top 10. Encore une fois, je reviens sur les blessures. La présence de ces joueurs-là, c'est vraiment incontournable. On a de bons défenseurs en deuxième. Jamal Shead, Jacoby Walter, CMB qui sont vraiment de très bons défenseurs. Et donc, moi, je pense qu'en top 10, c'est possible. C'est possible, mais comme tu dis, il ne va pas falloir qu'il y ait de blessures parce que si tu perds Yak, par exemple, là, je pense que ta défense, du 5 de départ, va drop. Je ne sais pas si je me lance dans une top 10 parce qu'il y a des sacrées défenses dans la ligue cette année. On pourrait faire la liste des défenses qui pourraient être meilleures que celles des Raptors. On a OKC, bien sûr. Les Mavs vont avoir une sacrée défense. Il y a pas mal d'équipes à l'ouest. Minnesota, c'est très fort. Il y a des concurrents. Allez, pour pas être toujours d'accord avec toi, je vais dire qu'on sera proche du top 10, mais on sera un petit peu en dessous. Proche du top 10 à l'est. Dans le top 10 à l'est, mais proche du top 10 des défenses de la NBA en général. Les passes décisives, les Raptors qui faisaient partie des meilleures équipes l'année dernière, mais je crois qu'ils ont fini 6e, quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils seront dans le top 5? Est-ce qu'ils seront 6e ou au-dessus? Ou moins, bien sûr. Je pense que ce sera la même chose que l'année passée. Parce que, bon, il n'y aura pas... Ça va dépendre de Brandon Ingram. Est-ce qu'il sera beaucoup plus en isolation? Il va marquer beaucoup plus de paniers en isolation? Ou bien est-ce qu'il sera meilleur passeur? Ça va dépendre. Je pense que le système d'Arco permet d'avoir beaucoup de passes parce qu'il y a beaucoup de joueurs en mouvement, la balle est en mouvement. Mais le fait qu'il y a Brandon Ingram qui peut un peu monopoliser l'attaque s'il le faut. Donc c'est ça qui me fait que ça va être peut-être la même chose à cause de cet aspect de Brandon Ingram. Donc 6 ou en dessous? Pas dans le top 5? Top 5... Disons 6 en dessous, oui. 6 en dessous, okay. Ouais. Et ben moi, je dis dans le top 5. Parce que je pense qu'il y aura plus d'efficacité au tir grâce à la présence de Brandon Ingram. Bien sûr, il y aura des possessions où il y aura de l'isolation. Mais Ingram, il peut trouver ses coéquipiers. Et puis Ingram, il n'a pas non plus 30 tirs par match. Donc le reste... Comme le reste des joueurs des Raptors ne savent pas se créer leurs tirs par eux-mêmes, ils vont bien devoir faire circuler le ballon. Et on l'a vu dans la pré-saison, il y a déjà énormément de passes décisives. Donc, allez, moi j'y crois. Les Raptors franchissent le top 5 dans les passes décisives. Les balles perdues, est-ce que les Raptors vont sortir du dernier tiers des balles perdues? Est-ce qu'ils vont être au-dessus ou en dessous de 20e aux balles perdues? Je pense qu'ils vont faire mieux que l'année passée parce qu'on voit une progression quand même. Le début de la saison, l'année passée, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Mais après, ils se sont ressaisis et on voit que de plus en plus, ils perdent moins de balles. Donc, ils vont vraiment s'améliorer cette saison. Je pense que moins de 20... donc, ils seront dans le top 20 de la saison cette année. Moi, je suis d'accord. Je l'ai mis parce que je voulais voir si on était d'accord que les Raptors nous montraient de belles choses sur la pré-saison et que ça devrait se poursuivre logiquement. Et enfin, là, c'est la grande question de l'année. Les Raptors vont-ils être à droit à 3 points? Ils étaient 23e l'année dernière. Est-ce qu'ils vont, pareil,
passer la barre de 20e ou est-ce qu'ils vont rester en dessous? Est-ce qu'on est inquiet pour l'adresse à 3 points des Raptors? Je suis inquiet, mais pas aussi inquiet que l'année passée. Parce que Brandon Ingram peut mettre les 3 points. Sandro peut mettre les 3 points. Mais ça va aussi dépendre de la saison de Grady Dick. S'il parvient à mettre beaucoup plus de 3 points que l'année passée, là, ils vont passer à l'autre bas. Parce que l'année passée, ce n'était pas aussi fameux son tir à 3 points. Et bien sûr, il a été absent à cause des blessures. Mais Ingram peut marquer à 3 points. Sandro, ça, c'est vraiment un gros ajout pour le banc. L'adresse, je pense qu'il est mieux que Olynyk de loin au tir à 3 points. Donc, ça va dépendre de ces 3 éléments. Mais je pense qu'ils vont faire mieux que l'année passée. Je suis assez d'accord parce qu'on a Grady Dick qui va progresser. On espère Agbaji qui va continuer sur sa lancée. Jacoby Walter qui va progresser. On a Quickley qui veut prendre plus de tirs à 3 points. On a Mamou en plus. On a Ingram qui est capable d'en prendre. Normalement, il y a ce qu'il faut cette année pour être plus adroit à 3 points. Ouais. On va voir si le volume à 3 points va augmenter. Ça, c'est une autre question aussi. Mais en tout cas, je trouve que les Raptors ont les moyens. Je ne dis pas d'être une équipe élite à 3 points. Hein. Je ne pense pas qu'ils vont être dans le top 10 ou même dans le top 15. Mais de franchir cette barre, de sortir de cette étiquette, au moins de quitter cette étiquette de équipe mauvaise à 3 points. Tu vois, une équipe moyenne à 3 points. Une équipe dont on respecte les tirs de loin, où les équipes adverses ne vont pas blinder la raquette parce que quand même, il y a des joueurs à surveiller. Ouais, c'est sûr. Des plus ou moins individuels maintenant. On va passer le 5 majeur et Grady Dick, j'en ai pris 6. Est-ce que Quickley va faire plus ou moins de 5 passes décisives la saison prochaine? Je pense qu'il va en faire plus parce qu'il y a Brandon Ingram. Donc Quickley ne sera pas amené à être un scoreur. S'il est ouvert, il va prendre ses tirs. Mais s'il y a d'autres joueurs comme Ingram qui sont ouverts, il va sûrement leur donner des passes. Donc je pense qu'il va faire plus. Il était déjà au-dessus. Hein. Ouais. La saison dernière, c'est un peu plus faible parce qu'il n'y a pas tous les matchs de jouer. Mais il est à combien la saison dernière? 4,7. Je ne suis même pas certain que ce chiffre soit bon. En tout cas, sur son passage lors du bout de saison, quand il est arrivé, il avait augmenté ses passes décisives. Il était passé à plus de 6. Moi, je pense qu'il va être au-dessus et qu'il va toujours être au-dessus de 6. RJ Barrett, avec l'arrivée de Brandon Ingram, est-ce qu'il peut continuer à être au-dessus des 20 points? Au-dessus, je ne sais pas, mais ce sera autour des 20 points. À 19-20, parce que le peu de matchs qu'on a vu en pré-saison, il ne fausse rien en attaque. Il va dans le flow, et puis aussi, il aura beaucoup plus de temps de jeu. Donc, il a tourné autour de 19 points. Il a fait 19 points le premier match. Donc, pendant la saison, il va jouer plus, donc avoir plus d'occasions. Il a été précis aux 3 points aussi, donc je pense qu'il va tourner autour de 19-20 points. Ouais, on va dire, du coup je vais dire moins parce que je pense qu'il sera autour de 19, quelque chose. Ouais. Et ça sera déjà très très bien pour quelqu'un qu'on considère comme la 3e, voire la 4e option offensive, du 5 de départ. Donc ça sera l'une des questions après dans le oui-non, tu vas voir. Scottie Barnes, on reprend. L'année dernière, on était très optimiste. On avait dit qu'il allait faire plus de 10 triples-doubles. Finalement, il en a fait moins que ce qu'on avait dit. Cette année, j'ai baissé la barre. Est-ce qu'il va faire plus ou moins de 3 triples-doubles? Moi, je pense qu'il va faire plus. La présence de Brandon Ingram en attaque va diminuer son volume offensif. Donc, il aura beaucoup plus de passes. Il va peut-être marquer sous l'anneau. Donc, il y aura beaucoup plus de rebonds. Je pense que 3 triples-doubles, il va faire beaucoup plus que ça. J'ai envie d'être optimiste aussi. Je pense qu'il y a moyen de faire plus de 3 triples-doubles. Il a flirté la saison dernière. En plus, il n'a pas joué tous les matchs. Il finissait pas les matchs. Donc, c'est sûr que ça lui a donné moins d'occasions d'en faire aussi. C'est ça, c'est que la saison dernière, on n'a pas... Moi, j'ai du mal à m'appuyer dessus quand je vois des gens qui disent oui, RJ Barrett a été moins précis l'année dernière. Scottie Barnes a été très maladroit. Oui, mais il a été très maladroit sur ce qu'il a fait. Il n'a pas terminé plein de matchs. Il y a plein de matchs où il n'a pas joué. Donc, c'est très compliqué de tirer des conclusions, mais positives comme négatives, en fait. C'est pareil. J'ai entendu beaucoup de gens qui disaient oui, c'était la meilleure saison de RJ Barrett. Mais oui, mais parce que il a eu un plus grand rôle qui ne sera pas le sien cette année. Ouais. Donc, je ne m'attends pas à ce que RJ soit à 21 et quelques points, comme on le disait tout à l'heure. Mais Scottie, par contre, je m'attends à ce qu'il soit un joueur complet et qu'il aille chercher plus de 3 triples-doubles. Il doit le faire, en tout cas. C'est une obligation. Brandon Ingram, on a beaucoup parlé de sa santé, bien sûr. Est-ce qu'il fera plus ou moins de 60 matchs? Est-ce qu'il sera éligible pour les récompenses de fin de saison? Moi, je pense que ce sera l'objectif parce que si les Raptors jouent mieux, et s'ils sont bien classés, il y a de fortes chances qu'ils soient All-Star.
Donc, pour que ça arrive, il faut qu'il joue beaucoup plus de matchs. Donc, je pense qu'il va, s'il est en bonne santé, il va faire beaucoup plus que 60 matchs. Je suis d'accord, j'ai envie d'y croire parce que les séries ont toute une fin et sa série de blessures, elle va quand même bien finir par s'arrêter. Surtout qu'il est entre de bonnes mains, on l'a dit tout à l'heure. Donc, moi aussi, j'espère une saison à plus de 60 matchs de Brandon Ingram. On ne lui demande pas d'en faire 82. Ouais. S'il peut en faire 65 pour aller chercher les récompenses, ça sera extrêmement bien. J'ai relancé Jakob Poeltl à plus de 10 rebonds. Ah oui. Il ne l'a pas fait l'année dernière parce que il a moins joué aussi sur la fin de saison. Il termine à 9 et quelques. Est-ce que cette année, il va chercher plus de 10 rebonds? Je pense que oui. Il y aura beaucoup plus de temps de jeu. Il va finir les matchs. Donc, 10 rebonds, c'est pas vraiment trop demandé à Yak parce que c'est Mr. Dabo. Donc là, c'est vraiment une saison où ils veulent gagner. Donc, il aura plus de temps de jeu. Il va finir les matchs. Donc, 10 rebonds, ça sera facile pour lui de le faire. Allez, moi aussi, je vais avec positif plus de 10 rebonds. Enfin, au-dessus de 9,5 rebonds, on va dire. Les 10 rebonds en double-double. Ouais. Jakob Poeltl en double-double. Et pour terminer, on parlait de l'adresse à 3 points de Grady. 35% la saison dernière. Est-ce qu'il va aller chercher des pourcentages élites? Est-ce qu'il va être enfin à plus de 35%? Les pourcentages élites, c'est des 37, 38, 39. Après, c'est vraiment les meilleurs à 40, 42. Est-ce qu'il va aller chercher ce genre de pourcentage? Je pense que s'il n'est pas blessé, s'il est tout le temps sur le terrain, s'il a le temps de jeu, je pense que c'est possible. Il avait bien commencé la saison dernière, mais après, il n'a pas même terminé la saison à cause de la blessure. S'il est sur le terrain, je pense qu'il y a moyen qu'il ait plus d'ouverture, surtout avec la défense qui sera focalisée sur Brandon Ingram. Il y aura des joueurs qui vont en profiter. Les joueurs qui sont ouverts, ils vont recevoir des bonnes passes. Je pense que c'est possible de le faire. C'est ça. Normalement, cette année, il devrait avoir moins de tirs compliqués. Il devrait avoir plus de tirs à 3 points ouverts, des catch and shoot, des tirs plus simples, des feintes de tir step sur le côté, 3 points. Donc, même si c'est pas élite, je pense qu'il sera au-dessus de 35%. Il faut qu'il dépasse ces 35%. Et puis, cette année, sans te couper la parole, cette année, il va jouer contre la deuxième unité. L'année passée, il était titulaire, donc on peut dire qu'il jouait contre une défense beaucoup plus forte. Alors, s'il vient comme remplaçant, je pense qu'il aura beaucoup plus d'ouverture à prendre des tirs. Exact, c'est un facteur à prendre en compte aussi, le fait qu'il soit en sortie de banc. On termine très rapidement avec un segment oui ou non. C'est très simple, c'est rapide, des questions, sans explication, juste oui ou non. 3 joueurs à plus de 20 points par match pour les Raptors? Non. On l'avait déjà posé l'année dernière, on avait dit oui. On avait été peut-être un petit peu trop optimiste, je dirais non aussi. Brandon Ingram All-Star? Oui. 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 Scottie Barnes All-Star? C'est entre oui et non. Il est au milieu là. Ça va dépendre du nombre de victoires et de défaites des Raptors. C'est ça. Le bilan va être très important. Ça va être très important d'avoir 2 All-Stars. On a eu 2 All-Stars des Raptors dans le passé, mais les Raptors étaient très hauts dans le classement. Donc ça va dépendre de beaucoup de choses pour que Scottie Barnes soit All-Star. Moi, pour l'instant, je dirais non et puis qu'il me fasse mentir. Scottie Barnes, All-NBA Defense Team, la première ou la deuxième? Oui. Deuxième peut-être. Première, ça va aussi dépendre du classement des Raptors. Exactement. Mais deuxième, ça, ouais. J'ai envie de dire oui, c'est une nécessité cette année puisqu'on voit un rôle amoindri en attaque. Il va falloir qu'il démontre qu'il est le franchise player d'une autre manière. Et c'est en étant un joueur élite en défense. Darko Rajakovic l'a dit, la défense des Raptors commence avec Scottie Barnes. Donc on veut un Scottie Barnes de niveau All-NBA Defense. Pourquoi pas quelques votes pour le défenseur de l'année aussi, ça serait très bien. Colin Murray Boys dans un des meilleurs 5 rookies, le premier ou le deuxième? On peut faire 3 oui, parce que je vais se dire oui et oui. Ah oui. Pas de problème. Sur ce qu'on voit pour l'instant, j'adore vraiment l'impact qu'il a sur le terrain. Après, est-ce qu'il aura les stats? Est-ce que les votants vont vraiment regarder ça? C'est ça aussi le problème de ces genres de récompenses. Mais en vrai, moi, je le vois aller chercher, peut-être pas le premier 5, parce qu'il y a des candidats. On peut imaginer qu'il va y avoir Cooper Flag, va y avoir Dylan Harper, on va surveiller Vijay Combe, qui peut faire une grosse saison. Mais après, tout ça, c'est des postes sur les extérieurs, même si Cooper Flag, c'est un peu le même poste que CMB. Mais on sait qu'aussi, ils peuvent mixer un peu les postes.
pas un problème de voir, par exemple, CMB sur le poste 5 dans le premier 5 des rookies. Donc, j'ai envie d'y croire. Au moins deuxième 5. Ouais. Et pour finir, la question de la mort, pour ne pas enlever ça à nos amis de Trash Talk. Les Raptors en playoff. Absolument. Absolument. L'année passée, ils auraient pu être en play-in avec carrément les remplaçants. Donc maintenant, l'objectif, c'est de gagner. On va aller en play-off. Les Raptors en play-off, je dis oui. Et j'ajoute une question. Les Raptors en play-off avec le play-in? Non, ils vont être dans le top 6. Voilà, vous l'avez entendu. Les Raptors seront dans le top 6 selon Patrick Bizindavi. Notez ça et puis n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à venir donner vos réponses aussi sur ces questions, sur les commentaires dans la vidéo YouTube, mais également sur X. Rejoignez-nous et puis donnez-nous votre avis. Est-ce qu'on est trop optimiste? Je sais qu'il y en a plein qui trouvent qu'on est trop optimiste. Il y en a même qui viennent dire « Oh, c'est parce que vous avez les accréditations, alors vous n'osez pas dire du mal de cette équipe. » Vous inquiétez pas, cette année, c'est une saison qui est compétitive. Si ça ne se passe pas bien pour les Raptors, on n'aura aucun mal à critiquer et à dire ce qui ne va pas. Voilà. Absolument. Le mot est passé. Sur ce, on va se quitter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Choc FM 105.1. Merci à toi, Patrick. Merci, Mike. Merci à tous nos auditeurs et puis ceux qui nous suivent aussi sur YouTube. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Let's go Raptors! Bonne journée à tous sur les ondes de Choc FM 105.1.